tout au long du bouquin, je rencontre des personnages qui me disent alors, que fais-tu, dont David, et ils me disent, moi j'écris Polder. Mais voilà que ce fichu Claudio, il m'a fallu tourner Polder. Alors il a beau me dire, tu es mon Mastroianni, hein, je le suis difficilement. Et il me dit, si, on va te mettre devant une barque, tu te monteras dedans s'il le faut. Ce dont je n'avais nulle envie, étant donné que la barque prenait de l'eau un peu partout. Et alors c'était une barque qui semblait comment dirais-je, un de ces canards fictifs que l'on met sur les eaux pour attirer les autres. Et alors j'étais là devant cette barque à suivre avec toute une équipe derrière moi ou devant moi ou de l'autre côté du canal. Et par-dessus le marché, avec une hernie discale. Bon, ce qui était évidemment le summum du comique. Ben, qu'est-ce que je pouvais faire sinon obéir à l'omnipotent metteur en scène? Bon. Action. Action. Ceci relève, pour moi du moins, du style épique, car je ne suis pas acteur professionnel, bien sûr. Et surtout, je ne voudrais pas l'être. Claudio, avec une inconscience tout à fait remarquable, a fait en sorte que on sorte sous la digue de Coxyde par un temps de pluie épouvantable. J'avais les pieds trempés. Il paraît qu'on me photographiait pendant ce temps-là, qu'on faisait marcher. Et à un moment donné, j'étais déjà assez introduit dans l'immense océan. Là, j'entends qu'on dit du pain, du pain, du pain. Et puis, je ne sais pas à quoi ça servait. Il y a du pain qui est tombé un peu partout, et les mouettes sont arrivées. Je me suis tout à coup entouré de mouettes. Ce qui prouve bien, évidemment, que le cinéma est quelque chose de tout à fait particulier. Alors, je ne dirais pas que j'ai eu l'eau jusqu'aux rotules, mais enfin, j'en avais l'impression. Et à un moment donné, on m'a permis de faire demi-tour. Alors j'ai fait demi-tour et marché pas à pas, avec ma canne évidemment, en priant la Vierge Marie de ne pas déraper et de me retrouver la gueule au milieu des coquillages. Enfin, je suis sorti de ce mauvais pas. J'arrivais au bout, enfin, libéré de l'eau, j'arrivais à la plage. À ma droite, non, à ma gauche plutôt, j'entends notre ami Claudio qui criait « Tu es mon Mastroianni !» Cependant qu'il y avait le ciel qui se déchirait et qu'on voyait de la lumière. Et puis Claudio dit « Oh, regardez à votre gauche !» Et à votre gauche, comment s'esquissait un arc-en-ciel et même un double arc-en-ciel. Alors regardez, vite, changez je ne sais pas comment on appelle, les bobines, c'est ça, hein? Changez les bobines, prenez des bobines multicolores, si je puis dire, à la place des bobines noires ou grises, comme on fait. Mais il fait tellement mauvais, il a fallu tellement de temps, malgré tout, pour pouvoir le faire, que l'arc-en-ciel s'est fondu doucement et a disparu par bonheur, parce que vraiment,
ça aurait été comment dirais-je, une coïncidence tout à fait, enfin pour moi, un petit peu forcée, quoi, oui. Peut-être bien que Claudio imaginait se mettre sur la tête une auréole arc-en-ciel, si je puis dire. Mais enfin, on n'aura pas d'arc-en-ciel. Une question qui m'a toujours tarabusté au cours de mon existence, c'est que ce qu'on appelle le mal existe. Et même à un moment donné de ma vie, donc c'est en 86, je me suis attaché à un roman qui en traite, qui s'appelle Robinson. Alors là où on a affaire à un homme seul, et on se demande justement si le mal peut exister pour un homme seul, et si justement le mal ne vient pas du fait que les hommes sont sociaux. Alors évidemment, on se trouve devant le problème du mal à quand même majuscule, qui est une question, comme l'on sait, métaphysique, sur laquelle les hommes se sont toujours intéressés, forcément, puisqu'ils en sont les victimes. Alors on peut se demander s'il n'y a pas vraiment un mal, disons, métaphysique. Enfin, il y a des religions qui expliquent ça. Il y a Dieu d'un côté, le mal de l'autre côté. Dieu comme, je prends mon Dieu, on dirait le bien plutôt, et le mal, qui se valent et qui luttent entre eux. Les religions masdéistes, je crois que ça s'appelle. Alors moi j'ai eu la chance, ou la malchance, c'est comme on veut, mais plutôt la chance je crois, d'être élevé dans la religion catholique par une mère très, je dirais pas bigote, mais c'est pas très loin, et par un père qui, lui, il était beaucoup moins. J'ai fait la moitié de mes études dans des établissements hanté de jésuites et de prêtres, enfin c'est un petit séminaire. Mais j'en ai retiré que de bonnes choses, en fin de compte, c'est de savoir que il existe, enfin, je donne mon avis ici, qu'il existe un autre monde que celui dans lequel on vit misérablement. Et ça ne tient pas d'espérance, cette autre chose. C'est-à-dire, ce qu'on appelle Dieu, c'est une espèce de grand souffle purificateur à travers l'existence, quand même, oui. C'est même pourquoi, il y a de cela, je ne sais pas, une trentaine d'années, comme j'étais en panne d'inspiration sur le plan écriture, j'ai passé mon temps à faire des collages enfin des variations sur le pape Paul VI, dont j'avais beaucoup de documentation. Alors c'était très amusant, une fois que j'ai eu terminé de faire ces collages, je me suis dit pourquoi, comme je ne me retrouvais pas encore très emballé sur le plan écriture, je me suis dit je vais faire des dessins. Et là j'ai fait des variations sur la tiare, qui est cette espèce d'œuf que les papes se posent sur la tête, en revoyant, disons, avec honnêteté mon passé. Je n'ai pas subi d'influence, je suis curieusement ininfluençable, mais je rencontre des gens qui pensent comme moi. C'est-à-dire qu'au collège, en réto, j'ai vu Pascal, et bien je dis, ah mon Dieu, c'est tout à fait ce que je pensais, sans trop le savoir, quoi.
Bon, bah, écoutez, je crois que, enfin, je ne crois pas, je suis sûr, hein, que un livre, ce n'est pas seulement le produit de l'écrivain. Le lecteur joue un rôle aussi important que celui qui a écrit. Parce que l'œuvre n'existe que pour autant qu'elle soit lue par autant que possible des gens intelligents. Alors moi j'ai la fâcheuse habitude d'écrire pour des gens intelligents, me semble-t-il. C'est-à-dire que de mon horizon disparaissent toutes les œuvres, disons, faciles. Enfin, je lisais encore hier que M. Michel Déon avait écrit un roman de l'été. Les romans de l'été, c'est vraiment aberrant, ce sont des histoires purement commerciales. Alors le commerce dans la littérature, pour moi, je trouve ça insupportable. Mais je comprends très bien que pour l'éditeur, ce soit tout à fait le contraire. En ce qui me regarde, ces bouffées d'air m'arrivent le plus souvent quand j'écris de la musique, parce qu'il y a des moments donnés qui sont des moments de grâce comme ça, où justement on trouve qu'il y a une force qui vous porte tout à coup, on ne sait pas trop pourquoi, et qui semble être la miséricorde, disons, de l'existence. Alors on sent bien qu'il y a quelque chose au-delà des apparences. Bon, évidemment, on ne sait pas quoi. Et avec la musique, c'est très positif pour la bonne raison que la musique ne signifie rien. Elle a un sens, mais elle ne signifie rien. Tandis qu'avec les mots, mon Dieu, les mots ont leur sens, et ces sens sont toujours évidemment restrictifs. Si bien que, mon Dieu, on patiente dans l'existence parce que de temps en temps, on a ces sortes de révélations qui sont toujours évidemment passagères, mais qui sont très efficaces, oui. Ah oui, c'est toujours enfin à mes yeux, une chose éminemment comique que d'entendre des auteurs ou des autrices, surtout des autrices, soutenir que la qualité première d'un écrivain est la sincérité et la spontanéité. Peut-être bien que c'est vrai lorsqu'il s'agit de petits poèmes de 6 lignes, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais par exemple, si nous prenons une pièce de théâtre, surtout les pièces de théâtre ou les romans, là c'est moins visible. Évidemment, la spontanéité, c'est du rêve, hein, et la sincérité, c'est aussi du rêve, oui. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on est entré dans la confection d'une œuvre de quelques dimensions, c'est plus vous qui la dirigez, hein, ce sont les personnages que vous avez créés et qui ont leur personnalité, leur passion, etc. Et qu'on ne peut pas trahir, évidemment, sans faire en sorte que tout s'écroule. Alors, la spontanéité, c'est évidemment pour les adolescents, hein, évidemment, c'est une belle qualité en soi, mais c'est pas une qualité littéraire. La qualité littéraire la plus... Enfin, ce qui est nécessaire pour écrire une œuvre littéraire
et même particulièrement de la poésie, ce n'est pas ce qu'un peuple pense, c'est ce que Baudelaire a écrit, a répété, c'est l'intelligence. Alors évidemment, lorsque l'on écrit une œuvre d'art, c'est-à-dire une œuvre qui veut arriver à une certaine perfection esthétique, il n'y a pas seulement que l'intérieur sensible qui joue, il y a également, surtout, le regard intellectuel que l'on porte sur la chose. Je me souviens une fois, je ne sais plus dans quel... Là, je me suis fait un peu incendier dans une émission littéraire. Il y a un type qui s'est levé en disant « Mais écoutez, moi, j'ai écrit ça avec mes tripes. » Ben moi, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je dis, ça n'est pas étonnant que ça ne sent pas bon. Bon, ben, évidemment, c'est comme ça. Hein. Évidemment, il faut donner tout ce qu'on a en soi. Mais il faut que tout ça soit ordonné et mis en place. Or, la plupart du temps, les gens écrivent comme ça vient, quoi, oui. On m'a fait beaucoup parler, moi qui suis un taciturne. Enfin, puisque j'ai devant moi mon ami David, on va jouer un petit peu à un jeu de mots à la Jacques Lacan. Dans Taciturne, il y a Tacite, c'est un historien que ma belle-sœur salue avec un grand respect. Donc il raconte des histoires. Et l'urne, c'est le récipient dans lequel on met les histoires. Par exemple, Claudio, si je ne te voyais plus pendant 20 ans, et que dans 20 ans je te retrouverai, on serait exactement dans le même, enfin pour moi, dans la même situation. Évidemment, dans 20 ans, tu seras là, et tu viendras verser une larme discrète sous le cyprès sous lequel je serai dans une urne.